Super. Alors, on va pouvoir reprendre cette deuxième partie de l'après-midi avec deux interventions. La première portera sur l'industrie pétrolière offshore confrontée aux exigences de lutte contre les changements climatiques en Europe, qui sera présentée par la professeure Catherine Banet, qui nous vient de l'Université d'Oslo. Merci beaucoup et merci aux organisateurs tout d'abord qui ont travaillé en collaboration aussi à la fois à Lyon et avec l'Université d'Aix-Marseille. Merci de votre accueil ainsi qu'à toute l'équipe technique et administrative. Le sujet de mon intervention, je vais commencer peut-être par un petit avertissement disclaimer concernant le sujet puisqu'on en avait discuté en amont et afin de compléter un peu le champ d'analyse de ce très beau colloque sur l'interaction entre mer, changement climatique dans le contexte des enjeux énergétiques, il semblait justifier aussi de parler de ce qui est un peu évident, mais un peu difficile aussi à apprécier d'un point de vue de transition énergétique, qui est l'industrie pétrolière et du fait de la localisation aussi de ces ressources, c'est principalement offshore qu'on va trouver les plus grands champs à aujourd'hui. Et donc, ce sujet sur lequel j'enseigne, plus que faire en termes de volume beaucoup de recherches, mais néanmoins le mettre dans un contexte aussi assez pratique. Donc, mon intervention va faire appel à plusieurs exemples avant d'étudier les questions plus réglementaires. Donc, je vais commencer par un petit sujet d'étude. Qu'est-ce que le sujet d'étude en introduction, avant de vous proposer l'approche d'analyse, l'approche méthodologique, et enfin de se concentrer sur les types de mesures qui sont mises en place afin de contrôler les émissions de gaz à effet de serre au cours à la fois du cycle de vie du projet d'exploitation et par le type aussi de gaz et d'opérations liées à l'exploitation. Le sujet d'étude. Effectivement, on ne peut pas exclure de parler des émissions qui sont liées à l'exploitation d'énergie fossile. Et dans le cas présent, j'aimerais souligner principalement trois aspects liés à l'exploitation des ressources pétrolières en mer, mais dans le contexte actuel, parce qu'ils s'actualisent jour après jour, du fait de la transition énergétique, du fait des changements climatiques, mais aussi du contexte géopolitique, qui, d'après les expériences que j'ai en voyageant un peu dans différents pays du nord et du sud de l'Europe, n'est pas perçu tout à fait de la même manière. Donc je vais peut-être insister sur des points qui, dans le nord de l'Europe en tout cas, sont très actuels. Donc, l'exploitation des ressources pétrolières en mer, il y a un besoin, il y a un défi évident et aussi des nouvelles contraintes de transition énergétique et liées à la géopolitique. Un besoin. Pourquoi exploiter les ressources fossiles ? Il y a un besoin évident de sécurité d'approvisionnement du fait de la part qu'elles représentent pour la production de différents biens et aussi l'approvisionnement énergétique. Cela crée en fonction des pays, puisque la géologie est par nature très inéquitable, à ce que certains pays ont plus de ressources que d'autres, et d'autres se situent donc dans une situation d'importation et de dépendance vis-à-vis de ces importations. On voit, et là je cite deux rapports qui viennent d'être publiés, un de l'Agence internationale de l'énergie sur le marché du gaz au premier semestre 2026 et qui souligne effectivement la part croissante du gaz naturel liquéfié qui atteint des records durant les derniers mois. Et un autre, c'est le rapport de l'Agence de coopération des régulateurs, donc l'Agence européenne ACER, qui souligne effectivement cette dépendance qui a changé en réduisant les importations de la Russie vers une dépendance vers le gaz naturel liquéfié, en partie, et l'installation de terminaux flottants de regasification, les FSRU, qui crée donc une dépendance qui s'est déportée vers notamment les États-Unis,
en plus de dépendances liées aux infrastructures de pipeline. Et là, je pense que l'exemple norvégien est assez utile pour pouvoir le lier aussi aux questions de sécurité d'approvisionnement et aussi de changement climatique. Un autre point lié aux aspects climatiques et énergétiques de l'exploitation des ressources pétrolières est bien sûr le défi aussi environnemental. Ici, j'ai inclus une diapositive tirée de l'agence de statistiques norvégienne qui montre la place du secteur pétrolier dans les émissions dans l'air. Vous voyez, donc, c'est une part qui est importante, qui a réduit du fait de toutes les mesures que je vais vous expliquer par la suite, mais qui est importante. Mais en même temps, on voit, alors c'est au milieu, c'est un peu petit, que cette part qui représente sur les activités pétrolières en tant que telles 12,1% des émissions dans l'air, est vite concurrencée à l'heure d'aujourd'hui par d'autres sources d'émissions, l'industrie, le transport, l'agriculture. Et sur l'illustration de droite, vous voyez l'ensemble des sources d'émissions. Là, c'est une plateforme pétrolière qui sont notamment dans l'air, mais aussi dans l'eau et dans les sols. Donc, ça permet aussi de cartographier les sources d'émissions et aussi les mesures qui peuvent réduire ces émissions. Une autre image un peu choc, c'est montrer effectivement quand rien ne va bien et quand il y a des erreurs qui se passent, les conséquences en sont dramatiques. Et là, c'est un exemple tiré du Deepwater Horizon, l'accident qui s'est produit dans le golfe du Mexique du fait d'erreurs techniques liées à la chaîne contractuelle notamment. Et j'en viens à mon troisième point, qui est celui des nouvelles contraintes de la transition énergétique et du contexte géopolitique, qui illustre aussi cette place particulière des sources pétrolières en mer. On voit qu'on a un mix énergétique qui bénéficie aussi de certaines technologies, techniques, compétences qui sont développées par ces infrastructures, aussi la réutilisation possible de ces infrastructures. Ici, vous avez une illustration de ce couplage énergétique, couplage entre secteurs et intégration du système énergétique, sur base notamment du gaz naturel, où si on y applique une technologie de captage du CO2, on va pouvoir à la fois produire de l'hydrogène décarboné et à ce moment-là l'exporter aussi en tant qu'hydrogène vers le continent. Il y a des interactions aussi au niveau de la géopolitique en termes de sécurité énergétique, puisque les infrastructures sont cibles d'attaques physiques et aussi cyber. Ici, vous avez un pipeline qui a été coupé, un câble électrique qui a été coupé entre la Finlande et les pays baltiques. Cela pose de nouvelles questions aussi quant à la fragilité que cela peut poser de s'attaquer à ces infrastructures sur le reste de la sécurité d'approvisionnement dans le pays qui les produit, mais aussi les pays qui en bénéficient. Et donc, la sécurité énergétique devient de plus en plus une question de sécurité nationale, ce qui devrait ouvrir une discussion urgente sur quel type de bouquet énergétique souhaitons-nous, quel type de technologie souhaitons-nous pour réduire au minimum ces questions de dépendance. Ça s'applique au secteur des énergies fossiles. Ça s'applique aussi au secteur des énergies renouvelables. Les technologies de l'éolien ont été mentionnées. Donc là, on trouve une même logique. Donc des questions d'évaluation de ces dépendances énergétiques pour diverses raisons. J'en viens maintenant à la question principale et vous propose la grille d'analyse suivante afin de mieux appréhender la manière dont on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'exploitation des ressources pétrolières. Il faut regarder le type d'opérations qui sont menées. Je ne vais pas m'attarder sur l'utilisation des produits, différents produits qui sont dérivés donc des produits pétroliers. Il faut regarder aussi le cycle de vie du projet d'exploitation. Je m'attarderai sur les approches réglementaires par type de gaz,
et aussi par opération. Et enfin, comme ligne rouge, je prendrai l'exemple de la Norvège pour deux raisons. La première, c'est que je travaille en Norvège, donc c'est un exemple que je connais bien. C'est aussi un pays producteur. Et c'est un pays exportateur vers l'Union européenne, ce qui souligne la question de la sécurité d'approvisionnement aussi pour l'Union européenne. C'est un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais c'est un pays qui applique la législation du marché intérieur, notamment au travers de l'accord de l'espace économique européen. Pour grande partie, c'est ce que j'ai mis entre parenthèses, puisqu'il y a en ce moment un contentieux avec une décision récente de la Cour de l'espace économique européen quant à l'application de l'ensemble de la législation de l'Union européenne du fait de son intégration dans l'accord au plateau continental. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, où on distingue le champ d'application géographique et le champ d'application substantiel. Beaucoup d'intérêts, beaucoup de questions liées à ce que l'on va mettre ou pas mettre dans l'accord en fonction de cette évaluation du champ d'application. Mais, donc, on va dire un bon exemple. Le contrôle des émissions part du fait du prisme du cycle de vie d'un projet. Là, je voudrais rappeler très brièvement les 5 grandes étapes de développement d'un champ pétrolier offshore qui va me permettre après de regarder le type d'interaction avec les outils réglementaires. Quand, à quel moment on va pouvoir agir pour évaluer et aussi réduire les impacts sur les émissions. On distingue donc 5 phases. Dans la phase d'exploration, on a la découverte du champ, puis après l'évaluation du champ, son profil. Dans la phase de production, on a le développement du champ pétrolier ou gazier, sa phase de production et enfin le démantèlement. Et s'il l'évaluation du profil de production d'un champ pétrolier ou gazier qui peut être étendu en fonction aussi des technologies qui y sont soumises. La chaîne de valeur par la suite, notamment quand on parle du midstream et downstream, je ne m'y attarderai pas comme je l'ai annoncé. Comment est-ce que le droit appréhende les émissions, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les autres sources d'émissions du fait de ces différentes étapes et opérations? Il faut, à mon avis, et le meilleur outil, c'est de regarder le régime de concession, qui est vraiment l'outil principal pour appréhender ces différentes mesures. Et je ne vais pas présenter, ce n'est pas une représentation du régime de concession en elle-même que vous avez sur cette diapositive, mais des moments clés de décision où les impacts sur l'environnement, y compris les émissions de gaz à effet de serre, sont ou doivent être évalués. Et on commence par les plans de gestion marins, l'ouverture de nouvelles zones à l'exploitation pétrolière, également la délivrance, l'octroi de la licence de production, la phase d'exploitation, l'évaluation de ce qu'on appelle le plan de développement et d'opération, et enfin la phase de production en elle-même. Donc si on commence par le premier de ces outils, c'est le plan de gestion des espaces maritimes. C'est le point de départ. On va avoir des zones dans lesquelles le Parlement, donc c'est une décision politique, se sont engagés à ne pas avoir de production pétrolière du tout, pour des raisons environnementales principalement. Donc on est dans un régime, on va dire, de moratoire. Là. Après, on a des zones qui restent fermées aux activités pétrolières, mais qui n'empêchent pas d'avoir des activités de recherche, et notamment de collection de données. Et enfin, on a un outil particulier, puisqu'on est dans une région arctique, qui est la définition de la lisière des glaces, qui est à la fois un processus scientifique, mais aussi un processus politique. Et cette lisière des glaces, elle marque la démarcation entre la mer libre et une zone où la glace peut se former, qu'elle soit fixe ou dérivante. On trouve ces mêmes problématiques aussi, par exemple, au Canada, puisqu'on est dans les mêmes régions. Cette lisière de glace, elle est fondamentale pour l'écosystème qui est autour et elle est l'objet de négociations, de discussions entre scientifiques, comme je l'ai dit,
mais également avec le Parlement. Et on arrive à la démarcation de différentes lignes, comme vous voyez par ces différentes couleurs, en fonction de ces différents critères, des intérêts économiques, parce que si on bouge la ligne un peu plus au nord et qu'on ouvre des champs pétroliers, ça apporte une manne économique aux sociétés, mais aussi à l'État, du fait des revenus qui sont versés à l'État par les différentes entreprises de production. Voilà les outils du point de départ. Après, on a le plan de gestion des espaces maritimes qui a aussi été mentionné pour l'éolien. L'outil principal est donc ce plan, qui est un plan de gestion qui serait donc l'équivalent à ce que l'on appelle la stratégie nationale pour la mer et le littoral ou document stratégique de façade, qui ont aussi été mentionnés. Inspiré du cadre international du Maritime Spatial Planning, donc on retrouve ce même cadre méthodique et qui suit aussi le cadre de la directive relative à l'établissement du cadre pour la planification de l'espace maritime et qui complète la directive cadre sur la stratégie pour le milieu marin. En revanche, ces deux directives ne font pas partie de l'espace économique européen. Donc on s'en inspire, mais elles n'en font pas partie pour des raisons également de champ d'application géographique. Donc là, on a une cartographie des différents intérêts stratégiques, donc énergétiques, y compris pétroliers et autres, y compris énergie renouvelable, la pêche, le tourisme, et également défense. Et c'est par l'élaboration de ces plans de gestion de l'espace maritime qu'on a un point de départ pour la seconde étape notamment, qui est celle de l'ouverture des zones pour l'exploitation pétrolière, qui est très similaire à une évaluation environnementale stratégique, puisque on est encore au niveau du plan et pas du projet. Cette discussion a été ravivée du fait de différents contentieux, notamment le premier procès climatique en Norvège, qui a été jusqu'à la Cour suprême, où a été remis en question les fondements scientifiques pour l'ouverture de nouvelles zones, notamment dans les zones où la démarcation de la lisière glaciaire avait été relevée. Donc là, on est vraiment au nord de la Norvège, pour critiquer les effets climatiques que la production pourrait avoir dans ces nouvelles zones. Alors, n'a pas été reconnue invalide, mais la question de la qualité et notamment de l'application du droit de l'Union européenne par l'espace économique européen, d'accord, sur les questions de qualité de l'étude d'impact environnemental avait été soulevée. La décision de la Cour suprême est de dire c'est pas à ce moment-là qu'il fallait le faire, parce que vous n'avez pas une idée précise, c'est au niveau de ce plan de développement et d'opération où là on a une idée précise du projet. Ce qui a bien sûr donné une idée aux parties de poursuivre donc la Norvège sur la question de la validité de l'étude d'impact environnemental pour ces plans de projets d'opération. d'opération. Alors, il y a différents autres contentieux qui pourront être intéressants aussi à suivre, notamment l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de juillet 2025 et qui pose aussi des questions quant à la qualité des évaluations environnementales stratégiques et des études d'impact environnemental. Donc, il y aura certainement des suivis là-dessus. L'Université d'Aix-Marseille a beaucoup de compétences sur les contentieux climatiques, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Les conditions d'octroi de la licence et de production dans les zones ouvertes sont soumises à des critères généraux tels que la prudence et la manière appropriée selon laquelle les opérations sont menées, et après des critères plus précis que l'on voit aussi déclinés au niveau de l'étude d'impact qui doit être réalisée dans le cadre de plans de développement et d'exploitation, ce qu'on appelle le PDO, qui est là un plan très précis. Donc, quand on a eu l'exploration, après on passe à l'exploitation et on doit soumettre un plan de développement et d'opération qui, lui, va détailler comment le projet va être réalisé, les sources d'approvisionnement pour les installations énergétiques, notamment pour la production du champ pétrolier, et les effets environnementaux. C'est là l'instrument vraiment où on peut poser des questions quant à la qualité
et l'exhaustivité de l'étude d'impact à réaliser. C'était donc l'objet de ce second contentieux qui est allé maintenant jusqu'à la Cour d'appel, et la Cour d'appel a reconnu la validité de l'évaluation qui avait été faite par les autorités norvégiennes. Donc maintenant, on va voir si effectivement on a une nouvelle décision de la Cour suprême qui pourra avoir d'autres conséquences, et une nouvelle révision, ce qui avait déjà été fait, des lignes directrices pour élaborer ces plans de développement et d'opération. Donc ce sont des plans, encore une fois, fondamentaux pour savoir quels sont les impacts et comment aussi, quelles mesures vont être mises en place pour pallier à ces impacts. J'en viens à mon dernier point qui est celui du contrôle des émissions de gaz à effet de serre par type de gaz et opération. Ouais, oui, c'est ça. Oui, oui. Tout d'abord, un point assez rapide sur le choix d'approche réglementaire. Ici, on a un mix de droit international, de droit régional et de droit national. Donc, on a une législation nationale très détaillée déjà, et on a une législation aussi internationale qui est construite autour de conventions internationales, souvent avec des dispositions assez générales, des obligations assez générales, y compris droit de la mer, changement climatique, biodiversité, etc. Donc on a quelques instruments quand même qui sont définis et qui sont mis en place au niveau national. On a des conventions régionales, et puis après on a le droit de l'Union européenne qui vient compléter, s'il mis en œuvre du fait de l'accord, ces différents instruments. Concernant le choix des instruments de réglementation, donc là, quelques années, je me suis amusée à les cartographier, et voici le mix un peu d'instruments que l'on trouve. On a des interdictions de certaines opérations qui pourraient mener à des émissions de gaz à effet de serre, notamment le flacage, j'y reviendrai, pardon. Et sinon un système de limite d'émissions. On a un système d'autorisation de certains rejets dans certaines limites, notamment la législation liée au contrôle de la pollution. On a des instruments économiques. La Norvège est un pays qui utilise beaucoup d'instruments économiques. On a le système d'échange de quotas d'émissions qui est commun au système européen. Donc là, on parle d'une harmonisation totale. Et aussi une taxe sur le CO2 qui a été appliquée depuis les années 90. La loi est de 1991 et qui est un instrument majeur. Après, on a un contrôle du fait de l'application des compétences des agences environnementales, notamment. Et enfin, des obligations de reporting. Elles sont importantes parce qu'aussi, c'est la publication d'informations sur laquelle le public peut se baser pour critiquer éventuellement certaines opérations. Des guides de meilleures pratiques sont aussi développés par les autorités, et elles sont mises à jour régulièrement en collaboration avec l'industrie et différentes parties prenantes. Le dernier point, ce sera de regarder quel type de réglementation est mise en place, de mesures réglementaires par type de gaz et d'opération. Là, c'est encore une fois pour prendre l'exemple concret d'un pays producteur. Je prends l'évaluation qui était faite des sources d'émissions par gaz en Norvège. On voit que le CO2 qui est en vert foncé est la source principale, mais aussi on a d'autres gaz qui jouent un rôle important dans les émissions. Vous voyez qu'on a le méthane en vert clair, et j'y reviendrai. On a aussi le dioxyde, le H2O, N2O, qui est donc la partie de lilas foncé, et enfin d'autres gaz tels que les oxydes de soufre. Mais le CO2 représente la partie principale de ces émissions, donc on est à plus de 83%, et donc il va falloir agir sur celle-ci. Après, on a des types de gaz comme le méthane qui sont très agressifs. Donc là, il faut aussi agir du fait de leurs effets. Si on cumule certaines opérations pétrolières, et pas seulement que l'exploitation, on arrive à une part encore plus importante des opérations pétrolières comme source d'émissions. Donc là, c'est si on cumule notamment le traitement du gaz dans les installations, notamment à terre, et toutes les opérations de chargement, de stockage et de transport.
Et ces émissions, comme je vous l'ai dit, elles proviennent de différents types de gaz. On a le dioxyde de carbone, on a aussi les NOx, les oxydes d'azote, on a aussi les oxydes de soufre, les SOx, et en plus du méthane dont j'ai parlé, les composés organiques volatiles non méthaniques. Quelles sont les sources d'émissions maintenant? Type d'opération. Pour l'industrie pétrolière, c'est principalement la combustion du gaz naturel ou du diesel dans les turbines. Ce qui veut dire que si on veut réduire les émissions, il faut trouver une autre manière de fournir de l'énergie que des turbines à diesel. Ce qui nous lie à une des mesures qui est mise en place, qui est l'électrification des plateformes. En électrifiant les plateformes, on remplace le diesel par de l'électricité. Les moteurs et chaudières aux fins de production d'énergie aussi font partie de cette même catégorie. Le torchage du gaz, donc on brûle le gaz parce qu'on ne peut pas le transporter ou pour des raisons techniques. La combustion également dans les opérations de test et de maintenance des puits. Dire que là, à chaque fois, il va falloir identifier quel instrument on va adopter pour contrôler cette source d'émissions. Pour le contrôle des émissions, et maintenant je regarde en type de gaz, pour le NOx. Là, on a une réglementation internationale qui est évaluée comme une des plus performantes et qui est celle liée au protocole de Göteborg de 1999. Elle est technique, elle s'applique à plusieurs gaz, mais elle est particulièrement efficace aussi pour le contrôle des NOx et des NMVOC. On a l'identification, la définition de plafond d'émission pour ces polluants, et l'imposition d'utilisation des meilleures techniques disponibles, ce qu'on appelle en anglais les BAT. Les deux combinés sont une manière très efficace de, effectivement, réduire ces émissions. Au niveau national, on a une taxe aussi qui est imposée, et pour ne pas payer la taxe ou pour pas payer les frais liés aux émissions, est mis en place un fonds, le fonds NOx. Les sociétés peuvent contribuer à ce fonds NOx et donc ne pas payer la taxe. Donc c'est une manière indirecte de soutenir les mesures techniques, les technologies qui vont permettre de diminuer les émissions de ces gaz, donc là du NOx, de manière constructive en soutenant le développement des technologies. Donc c'est un fonds qui a été mis en place en 2007 et qui fait l'objet d'un accord révisé maintenant dans la dernière phase de l'accord 2018-2025. Les MVOC bénéficient de cette réglementation similaire avec le protocole de Göteborg et l'application des meilleures techniques disponibles, donc pour ces différentes opérations. Les émissions de méthane, qui, vous le voyez, ont aussi augmenté. C'est la partie que vous voyez, donc c'est petit également, mais en vert foncé, donc au milieu, qui ont augmenté en proportion avec les activités pétrolières, et qui donc ont amené à des initiatives internationales, mais aussi une réglementation européenne qui a été mise en place en 2024, donc c'est assez récent, sur la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie, y compris pour les installations pétrolières. Cela a été amplement discuté quant à l'approche technique qui est proposée dans ce règlement. Voilà, mais c'est la dernière évolution, en tout cas au niveau européen, quant au contrôle des émissions de méthane. Et enfin, il y a d'autres instruments réglementaires qui sont utilisés. La taxe sur le CO2, combinée avec le système d'échange de quotas d'émissions, représente les principaux éléments réglementaires, économiques, pour la réduction, et ils sont combinés. Et ils sont combinés afin d'atteindre un prix qui, lui, est déterminé par le Parlement et qui doit être atteint. Donc, on fait varier le taux de la taxe CO2 en fonction du prix des quotas d'émission pour atteindre ce prix qui devrait être à 2000 couronnes norvégiennes. Donc, c'est à peu près un peu plus de 200 € par tonne de CO2 équivalent d'ici 2030. C'est le dernier accord. Donc, c'est ce qui met vraiment le prix sur les émissions de CO2 de ces
ces opérations. Après, on a une réglementation sur le torchage de gaz qui est en principe interdit. Il n'était pas avant, il a été interdit au départ pour des questions un peu plus commerciales parce qu'on pouvait pas, il fallait pas brûler le gaz, on va pas brûler l'argent, mais on jette pas l'argent par les fenêtres, donc faites quelque chose avec ce gaz. Il était brûlé aussi pour des raisons techniques et parce qu'il fallait s'en débarrasser pour pouvoir envoyer du gaz dans les pipelines une certaine propriété. Mais aujourd'hui, c'est pour des raisons environnementales. Comme j'ai dit, le méthane est très agressif comme gaz, donc il est interdit, sauf pour des raisons de sécurité pour l'infrastructure pétrolière. L'électrification des plateformes. Vous vous souvenez du plan dont j'ai parlé, le PDO, où on a une évaluation notamment de la fourniture énergétique des plateformes, et bien là, il est obligatoire d'évaluer la possibilité d'électrifier les plateformes. Ce qui pose des conséquences aussi sur le système énergétique en général, puisqu'on va électrifier par des câbles sous-marins qui proviennent d'installations électriques onshore. Donc, il va falloir faire des choix. Est-ce qu'on développe des nouveaux parcs éoliens onshore, des nouvelles installations? Est-ce qu'on va l'hydroélectricité pour décarboner des installations pétrolières? Ou on va utiliser le régime pétrolier pour développer aussi des éoliennes en mer qui vont alimenter les parcs électriques directement, les parcs pétroliers directement. C'est le cas au Royaume-Uni déjà, et c'est aussi le cas en Norvège, ce qui est beaucoup plus facile à mettre en place, on en discutait avant, que des parcs éoliens. C'est assez paradoxal par le régime du droit des énergies renouvelables en mer. L'efficacité énergétique, ce sont des règles techniques, mais ça contribue aussi à réduire les émissions du fait de la réduction de la consommation d'énergie. Et enfin, le captage et stockage du carbone. Alors, ce n'est pas une mesure mise en place en Norvège, par exemple, pour réduire les émissions en tant que telles sur les installations, mais dans d'autres pays, ça l'est. Et puis, on a les opérations de stockage de CO2 qui sont là, qui proviennent d'origines diverses que les activités pétrolières. Donc ça, c'est l'ensemble de ces mesures qui sont mises en place pour contrôler les émissions. Et pour conclure, j'aimerais insister sur cette multiplicité des outils juridiques qu'on voit qui a été élaboré, qui est très fourni et qui toutes contribuent à cette réduction des émissions. En même temps, on voit qu'il y a des contraintes qui sont intégrées principalement dans le long de cette chaîne d'obligations liées au processus de concession, d'octroi des concessions, et un lien de plus en plus étroit aussi avec d'autres régimes juridiques et la gestion du système énergétique en tant que tel, quand on veut notamment substituer la source d'énergie par de l'électricité. Je conclue ici, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup.